ce feu en nous? D'où est-il venu? Qui l'a mis en nous? Peut-il nous aider à réchauffer d'autres parts de nous-mêmes? Des parts qui souffrent en silence, comme cette lune en Capricorne. Peut-il nous aider à sortir de l'hiver et à faire éclore en nous un nouveau printemps? Bonjour à tous, tout va bien? Vous êtes sur Astrosciences, je suis François Bartomeuf et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment est-ce que nous pouvons apporter une guérison à des planètes qui sont en souffrance dans notre thème astral. Alors, des planètes qui sont en souffrance dans un thème astral d'une manière générale, ce sont des planètes qui sont en chute ou en exil. Alors ce sont des termes techniques, si vous connaissez déjà l'astrologie, cela vous parle naturellement, mais si vous ne connaissez pas l'astrologie, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer calmement, vous allez voir, vous allez tout comprendre. Une planète qui est en chute ou en exil, c'est une planète qui se trouve dans un signe qui ne lui correspond pas. Et donc la planète ne va pas trouver de relais dans ce signe pour pouvoir s'exprimer pleinement. Et donc forcément, elle va vivre une forme de frustration, parce qu'elle ne pourra pas s'exprimer pleinement, et forcément au bout d'un moment une forme de souffrance. Donc en chute et en exil. Alors, parmi ces planètes, en position difficile, nous allons voir ensemble aujourd'hui plus particulièrement le cas de la Lune, et de la Lune dans le signe du Capricorne. Donc la Lune est en exil dans le signe du Capricorne, et vous voyez simplement ce terme exil, on a la sensation que la Lune est partie de chez elle, et c'est le cas d'ailleurs, et puis qu'elle se retrouve dans un contexte qui ne lui convient pas, et dans lequel elle se sent finalement assez seule, cette notion d'exil. Donc c'est tout à fait ça, c'est ce que nous allons voir. Alors avant, il y aura donc deux parties dans cette vidéo. Une première partie où nous allons travailler sur l'aspect conscient, c'est-à-dire que nous allons chercher à comprendre pourquoi cette souffrance de la Lune en Capricorne, comment elle s'exprime, d'où elle vient, comment elle s'exprime. Et puis une deuxième partie où je vous ai réservé une surprise. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui, mais nous allons partir en voyage. Et dans ce voyage, en fait, nous allons faire un travail sur le subconscient. Parce que pour apporter une guérison au thème astral, pour apporter une guérison à une planète, il faut travailler sur le conscient et sur le subconscient. Si on travaille que sur le conscient, ça ne marche pas. Et si on travaille que sur le subconscient, ça ne marche pas non plus. Donc il faut travailler sur le conscient d'abord, pour comprendre, et ensuite sur le subconscient pour intégrer les choses. Et donc dans cette deuxième partie, là, le travail sur le subconscient, nous allons complètement changer de registre. Nous allons utiliser un vocabulaire beaucoup plus imagé, beaucoup plus symbolique, qui va s'adresser donc au travers d'images à notre subconscient pour le modifier en profondeur. Mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Chaque chose en son temps. D'abord la compréhension intellectuelle et ensuite, nous irons voir le subconscient. Voilà. Bon, alors, on rentre dans le vif du sujet. Vous êtes prêts? Vous êtes assis confortablement? Bon, c'est parti. Alors, je vais vous parler de la Lune. Bien sûr, nous, les humains d'aujourd'hui, nous sommes issus des premiers hommes sur la Terre. Et ces premiers hommes vivaient bien sûr l'alternance entre les jours et les nuits. Et la nuit était forcément pour eux un moment critique. D'ailleurs, il y a toujours, même chez nous aujourd'hui, dans nos gènes, je dirais, une angoisse, souvent un petit stress qui monte lorsque le soir tombe, lorsque la nuit se fait progressivement. Et ce stress, cette petite anxiété, en fait, elle vient justement de toute notre histoire d'humains, au travers de laquelle nous avons connu l'angoisse de la nuit. Il faut s'imaginer ces premiers hommes dans les cavernes, juste après la découverte du feu. Et là c'était terrible. On ne savait pas si on allait être encore en vie le lendemain, parce que la nuit, c'était la période des prédateurs autour, dans l'obscurité, qui rôdaient, qui pouvaient nous dévorer. Donc c'est terrible. Et alors, dans cette période de la nuit, il y a eu un dialogue particulier entre ces premiers hommes et forcément l'astre qui était dans le ciel, en l'occurrence la Lune. La Lune qui était l'astre qui veillait
sur ces premiers hommes, qui prenait soin de ces premiers hommes, qui apportait une lumière dans cette obscurité. Et donc il y a eu un dialogue, je dirais un peu à l'image de l'enfant et de la mère, durant ces premières nuits de l'humanité. L'enfant étant ces premiers hommes et la lune étant la mère dans le ciel. La mère, la lune qui notamment, on peut le voir, a une forme qui varie chaque jour au cours du mois, un peu comme le ventre de la maman qui se gonfle et qui se vide. Donc on avait également ici, dans la vision de cette lune, l'image de la femme et donc par extension de la mère, alors que le jour, la clarté du jour représentait la volonté consciente, le père, l'homme, l'action extérieure, fallait construire, fallait chasser. Et puis au contraire, la nuit, eh bien, c'était une phase beaucoup plus intime. Et là, on avait besoin de cette lune, de sentir que cette lune veillait sur nous. Voyez ? Et donc, dans ce rapport enfant-mère, eh bien, la lune représente bien évidemment notre enfance aujourd'hui, également. C'est notre enfance, je dirais, avant 12 ans. Parce que après 12 ans, progressivement, la lune, l'âge lunaire est remplacé par l'âge mercurien. Mercure, vous savez, c'est notre intellect, c'est notre pensée rationnelle, et donc progressivement à partir de 13 ans, mais en fait ça commence déjà à partir de 7 ans, à partir de l'âge de raison, donc en fait entre 7 ans et 13 ans, il y a une phase lunaire dominante, mais un sous-courant mercurien qui est en train de se constituer et qui va progressivement préparer l'adolescence, qui elle va commencer véritablement à partir de 13 ans. Et donc, à partir de 13 ans, eh bien, tout l'aspect émotionnel de la lune, de l'enfant, eh bien, va progressivement se refermer, va être recouvert par cet intellect mercurien. Il faut comprendre que pendant notre enfance, nous avons nos chakras, avant 12 ans, nous avons nos chakras qui sont grands ouverts. Donc nous captons, nous ressentons, nous imprimons énormément de choses en provenance de notre environnement proche. Tout cela nous marque énormément et nous marque ensuite pour toute la vie. Mais on ne peut pas échanger continuellement sur un plan émotionnel comme un enfant parce que notre sensibilité lunaire serait effectivement trop vulnérable, trop fragile, trop exposée. Donc c'est pourquoi l'intellect, Mercure, vient progressivement recouvrir la Lune pour lui permettre, comme d'une couche protectrice en fait, pour lui permettre d'échanger intellectuellement avec autrui, d'apprendre des choses nouvelles, d'entrer en dialogue, en échange avec autrui. C'est ça, c'est la planète de la communication, Mercure, et de l'intellect, de l'apprentissage. Donc vous voyez, en fait, tenez, je vois la poche là, c'est comme si nous avions une poche lunaire, voilà, une poche lunaire remplie d'émotions, d'imagination, de rêves, de sensibilité. Et puis progressivement, à partir de 13 ans, bien, cette poche se referme. Elle se referme sous l'action de Mercure qui monte, de notre intellect, qui prend progressivement le dessus. Alors parfois, eh bien, la fermeture de cette poche est très hermétique, parfois elle est lâche. Parfois cette poche est enterrée trop profondément, parfois, et puis parfois elle est complètement jetée, on l'oublie, on ne sait même plus qu'on a cette poche lunaire de sensibilité, d'imagination et de rêve, bref, notre enfant intérieur. Alors, elle ne disparaît pas complètement dans notre vie, la Lune, bien sûr, heureusement, sinon nous n'aurions plus aucune sensibilité. Donc la Lune fait toujours partie de notre vie, mais elle est plus ou moins enfermée dans cette poche lunaire, comme notre enfant intérieur qui serait quelque part en nous et plus ou moins accessible. Voyez ? Bon, alors, la Lune, par extension aussi, représente ensuite dans notre vie d'adulte, alors pour la femme, c'est la vie de femme, justement, c'est la vie d'épouse, la vie de mère, c'est la maternité. Pour l'homme, c'est sa part féminine. Vous savez que nous ne sommes pas constitués que de masculin ou que de féminin, un peu comme dans le Tao, avec ce yin et ce yang. Vous voyez qu'à l'intérieur du yang, du blanc, là, eh bien, il y a un point noir, et ce point noir représente toujours la part féminine à l'intérieur d'une dominante masculine. Donc pour un homme, la Lune représente sa part féminine, sa part émotionnelle, sa part affective, sa part sensible. Voyez ? Et puis c'est aussi pour un homme, c'est son rapport à la mère, son rapport à la femme, et souvent d'ailleurs ces deux notions sont liées. Également, la Lune
représente notre rapport à la famille. Donc on a parlé de l'enfance, mais c'est aussi le lien avec la famille. La Lune a besoin d'avoir un clan, d'avoir un groupe, hein, comme un placenta autour d'elle qui la protège, hein, et qu'elle va justement nourrir de l'intérieur pour conserver cette protection. Donc au sein d'un groupe, la Lune, eh bien, va nourrir et prendre soin des personnes de ce groupe. Hein. Elle va nourrir et prendre soin de ces personnes, et en retour, elle va demander, parfois implicitement, eh bien, une forme de protection. Voilà. Et donc forcément, cette relation lunaire crée souvent des formes de dépendance ou d'interdépendance entre les personnes. C'est-à-dire, je te nourris et tu me protèges, hein, et tu me protèges donc je te nourris. Et voyez, et on se met à dépendre l'un de l'autre. Hein. Ça, c'est aussi un trait de la Lune au travers de ce rapport à des groupes et à la famille. Bien, bon, il y aurait tant de choses à dire, hein, mais on a beaucoup de choses à voir. Donc maintenant, la Lune, comment est-elle? Elle est dans son domicile, dans le signe du Cancer. Donc à la base, la Lune est dans le signe du Cancer. Alors le signe du Cancer, c'est un signe qui est en parfaite adéquation avec les énergies de la Lune que je viens de vous expliquer. Donc quand la Lune est en Cancer, on dit qu'elle est en domicile, elle est donc chez elle, elle est à l'aise. Hein. Alors comment elle se sent, la Lune en Cancer? Elle se sent protégée déjà, protégée par sa famille, protégée par un groupe autour d'elle. Elle se sent confortablement installée. Elle se sent également comprise. On fait attention à elle. Et donc elle se sent non seulement protégée, mais aussi choyée. Vous voyez ? Sur le plan matériel, bien sûr, on répond à ses besoins, on comprend sa sensibilité et on fait attention à elle. Hein, on la comprend émotionnellement. Donc la Lune en Cancer est comme ça. Et donc elle a tendance aussi, si vous voulez, à rejouer un rôle d'enfant ou à vouloir prolonger son enfance, puisqu'elle est dans sa zone de confort ici, hein, dans le signe du Cancer. Donc pourquoi sortir? C'est dur à l'extérieur, alors que je suis si bien, si confortable dans mon signe du Cancer. Donc vous voyez, la Lune en Cancer, c'est très bien, elle est en domicile, mais attention, il ne faut pas que ça dure éternellement, il ne faut pas que ça dure toute une vie. Pour certaines personnes, ça dure toute une vie. C'est-à-dire, on prolonge l'enfance éternellement, avoir tendance à prolonger leur enfance éternellement. Hein. Mais ça, c'est pas ce qui est demandé à la Lune en Cancer. Bien sûr, elle est très émotionnelle, très émotive, très imaginative, mais elle a aussi besoin de grandir. Donc à un moment donné, il faut que la Lune en Cancer accepte de sortir de sa zone de confort, qu'elle accepte de briser la coquille, en fait, hein, de sortir du nid, de sortir de l'œuf, pour se confronter à la vie et pour grandir, mûrir, etc. Alors, quand elle va le faire, elle va se diriger progressivement vers le signe opposé, c'est-à-dire le signe du Capricorne. Alors, le signe du Capricorne, lui, c'est un signe de terre, c'est un signe d'hiver, c'est un signe un peu dur, un peu froid. Et qu'est-ce qu'il représente, le Capricorne? Eh bien, contrairement à l'enfant, représenté par la Lune et le Cancer, le Capricorne représente la personne adulte, la personne mûre, la personne mature. Mais la personne aussi autonome, responsable. Vous voyez? Donc le chemin de la Lune ici, c'est de partir du signe du Cancer pour aller vers le signe du Capricorne. Et donc sur ce cheminement-là, oui, parce que qu'est-ce que nous dit le signe du Capricorne? Bon, c'est un signe de terre, hein, donc très différent, c'est un signe d'hiver, c'est un signe froid, un peu dur. Qu'est-ce qu'il dit ce Capricorne au Cancer ici? Il dit tu dois grandir, la vie c'est dur, il faut faire des efforts, il faut compter sur toi avant tout, il faut devenir responsable, il faut te discipliner intérieurement, il faut faire des efforts dans le temps pour atteindre des objectifs et te renforcer intérieurement, consolider ta personnalité. Mais c'est tout ce que la Lune en Cancer ne veut pas. La Lune, elle est trop bien dans le signe du Cancer, elle voudrait y rester, c'est confortable, c'est tiède, c'est chaud, elle est nourrie, elle est protégée, on prend soin d'elle. Pourquoi elle sortirait vers le signe du Capricorne? Vous voyez? Parce qu'elle doit grandir. Et à un moment, la vie nous dit « Oh, tu dois grandir ». Comme elle pousse les oisillons
en dehors du nid. Hein. Donc à un moment donné, on doit aller vers le signe du Capricorne. Mais vous voyez que la transition là, entre le Cancer et le Capricorne, c'est une phase critique à l'échelle de la vie. C'est l'adolescence, hein, on en parlait tout à l'heure, c'est le début de Mercure. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Et c'est là qu'il faut bien comprendre. Si cette lune en Capricorne, qui voudrait prolonger son enfance, rentre trop vite dans le signe du Capricorne, eh bien, c'est un peu comme si vous prenez une matière tendre, tiède, un peu chauffée, voyez, un peu ramollie, voilà, et que vous la plongiez dans un bac d'azote liquide à moins 160 degrés, voyez, craquelure, hein, contraction trop brutale et craquelure. Bien, ces craquelures-là, c'est tout un ensemble de problématiques dans la vie des personnes, hein, au niveau psychologique essentiellement, qui ne sont pas forcément affichées à l'extérieur, mais qui sont quand même là, hein, comme des petites fissures à l'intérieur d'un matériau. Voyez ? Donc c'est pour ça que cette phase de transition-là, elle est très importante. Oui, il faut que la Lune quitte le Cancer pour rentrer dans le signe du Capricorne, mais il faut que ce processus se passe bien. Il faut qu'il soit progressif. Et il faut que, en fait, la Lune accepte progressivement les valeurs du Capricorne, qu'elle les intègre progressivement, qu'elle apprenne à faire des efforts, qu'elle apprenne à se remettre en question, qu'elle apprenne à se discipliner, qu'elle apprenne à ce que, oui, des fois ça fait mal, mais c'est pas grave, je vais dépasser ça, je vais grandir, je vais mûrir, etc., etc. Vous voyez ? Si c'est trop brutal, fissure. Vous voyez ? Alors évidemment, il y a plusieurs cas possibles, hein, mais on va voir. En fait, s'il y a une problématique là, du Cancer au Capricorne, comment elle peut s'exprimer? Alors souvent, donc maintenant, nous avons projeté la Lune là, la Lune est ici maintenant, donc dans le signe du Capricorne. Alors, elle arrive un peu trop brutalement, hein, on va prendre cet exemple, donc elle arrive un peu trop brutalement, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est symbolique hein, ce que j'explique là, la Lune en Capricorne va être confrontée dès son enfance, alors qu'elle devrait jouer, rire, donner libre cours à ses émotions, se sentir aimée et choyée. Elle va se sentir très vite confrontée à des choses dures du Capricorne, à l'hiver. Voyez ? Elle va chercher l'affection, mais elle ne va pas vraiment la trouver. Alors, ça ne veut pas dire que les parents n'étaient pas là pour lui donner son affection, c'est pas ça que je veux dire, c'est subjectif. La Lune avait besoin d'énormément d'attention, d'affection, et les circonstances au moment de son enfance n'étaient pas propices à ce qu'elle reçoive justement cette chaleur, cette affection, cet amour, cette considération. Pas suffisamment. Elle ne l'a pas suffisamment ressenti, et donc elle en souffre. Parfois, la Lune, quand elle arrive en Capricorne, dans son enfance, est confrontée à une forme de sévérité, de dureté. Par exemple, c'est le père, vous savez, le père c'est le soleil, mais c'est aussi Saturne. Par exemple, on peut trouver un père sévère, rigide, strict, dur. Ouais ? Et alors, si c'est pas le père, c'est les circonstances de son enfance qui sont comme ça. Hein ? Et puis, face à cette dureté, cette verticalité du Capricorne, la Lune va aussi avoir tendance à se juger négativement. Parce qu'en fait, le Capricorne va dire à la Lune, t'es trop molle, hein, tu n'es pas assez discipliné, tu ne sais pas faire des efforts, t'es trop sensible. Et donc la Lune ici va se durcir, va faire en sorte de s'endurcir, à l'image du Capricorne. Mais en fait, elle est trop sensible, cette Lune. Donc, même si elle multiplie les efforts pour s'endurcir intérieurement, elle n'arrive jamais à incarner les valeurs du Capricorne. Et donc, le Capricorne la regarde toujours de haut en lui disant « T'as beau faire des efforts, tu n'y arrives pas, quoi. On voit bien que tu n'y arrives pas, tu n'y arriveras jamais, ma pauvre fille. » En parlant de la Lune, vous voyez ? Et la Lune fait des efforts, mais malgré tout ça, même si elle s'endurcit, elle se discipline, elle n'y arrive jamais complètement. Et elle se juge toujours négativement. « Oh, je ne suis pas à la hauteur. Oh, j'y arriverai pas. » Mais il a raison, je n'y arriverai pas, je n'y arriverai jamais dans ma vie. Parce que je suis trop sensible, parce que je suis trop fragile. Vous voyez ? Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe ? La poche se referme.
On referme la poche. Ça, c'est la poche de la Lune, la poche des émotions, et on sent que ça, c'est une tare. C'est presque un handicap d'être émotive comme ça. Hein. Donc, on va remettre cette poche au fond de la poche, justement, hein, et de la poche de derrière, puis on va l'oublier presque. Hein, la mettre la plus profondément possible pour s'endurcir, pour être enfin aimé ou respecté par ce signe du Capricorne. Mais, quels que soient les efforts que l'on fasse, on n'y arrive jamais complètement. Voyez ? Et puis ensuite, alors cette lune a grandi, elle arrive dans sa vie d'adulte, eh bien elle va étrangement avoir tendance, inconsciemment, à rechercher des personnes de type Capricorne ou Saturne, hein, Saturne est la planète du Capricorne, donc des personnes capricorniennes ou saturniennes, qui vont, à qui elle va donner dans sa vie d'adulte, le rôle de tuteur, le rôle d'autorité. Et à nouveau, inconsciemment, elle va se replacer en position d'infériorité par rapport à ses autorités, par rapport à ses tuteurs. Ce soit dans son adolescence, c'était des professeurs, par exemple. Avant, c'était le père. Après, des professeurs qui ont dit non, mais tu n'y arriveras pas. Et puis après, c'est une autorité professionnelle. Hein, ou alors un conjoint. Voyez, qui va représenter un Saturnien, dur, fort, structuré, sévère, rigide. Voyez, et la Lune va se mettre en position d'infériorité par rapport à ce Saturnien. Et pourquoi elle fait ça? Alors, je ne dis pas que c'est super agréable à vivre. Ah non, des fois c'est très difficile à vivre. Hein. Dès le départ, on se met en position d'infériorité et on se juge intérieurement négativement et c'est très dur dès le départ. Et puis des fois, c'est plus subtil que cela. C'est-à-dire qu'on va rechercher une autorité saturnienne et on va lui demander de nous protéger, de nous structurer. Et dans un premier temps, ça fonctionne bien. C'est-à-dire ça nous fait du bien. La Lune peut être la Lune sous la domination de Saturne. Vous voyez comment ça se passe? Mais grâce à ce conjoint saturnien, par exemple, la Lune va se sentir plus en sécurité, plus stable dans sa vie, plus structurée en fait. Hein, ça lui fait du bien. Et dans un deuxième temps, eh bien, au bout d'un moment, ce Saturne va finir par enfermer la Lune. C'est-à-dire que, oui, d'accord, mais la Lune, elle peut toujours pas s'exprimer émotionnellement avec ce conjoint. On a du mal à parler sur le plan affectif, on a du mal à échanger sur le plan émotionnel. Je ne me sens pas comprise sur le plan affectif. Je ne me sens pas comblée sur le plan émotionnel. Et je n'arrive pas à dialoguer avec mon conjoint saturnien sur ce plan. Et donc, au bout d'un moment, dans un deuxième temps, cette Lune qui a inconsciemment été chercher ce conjoint saturnien, eh bien, va se retrouver enfermée. Elle va se retrouver progressivement étouffée par la coquille saturnienne autour de l'œuf lunaire. Voyez ? Donc, là, je vous montre plusieurs exemples de problématiques dans ce cheminement de la Lune, de la Lune du Cancer vers le Capricorne. Donc, d'abord une tendance à être écrasé, voilà, on peut être écrasé par une autorité. Ensuite, on intègre le fait qu'on n'y arrivera pas vraiment, on n'est pas fait, on n'est pas fait pour ça, on n'est pas fait pour réussir, on n'y arrivera probablement pas. Hein. Donc on va essayer de compenser par énormément de travail, par des devoirs, par des responsabilités, pour s'endurcir. Hein. Mais plus on s'endurcit, plus dans le temps, on finit par se sentir étouffé par la coquille saturnienne. Vous voyez ? Alors ça, c'est le processus, je dirais, le processus classique de ce que l'on va retrouver en termes de souffrance dans la Lune en Capricorne. Alors, qu'est-ce que l'on fait ici en termes d'astrologie d'évolution ? Là, j'ai plusieurs choses à vous dire. D'abord, je vous invite à redécouvrir le solfège astrologique. C'est ce gros jeu de cartes que j'ai développé spécialement pour apprendre justement les positions des planètes dans les différents signes. Vous allez retrouver 120 cartes avec à chaque fois, je le mets en descriptif ici, eh bien les mots-clés de la planète, les mots-clés du signe également, et en mélangeant ces mots-clés, vous allez pouvoir obtenir les expressions clés d'une position planétaire. Par exemple, ici, si on prend la Lune en Capricorne, donc dans
les mots-clés de la Lune, vous avez émotion, foyer, nature, enfance, femme, imagination, hein, on en a parlé. Et puis pour le Capricorne, contrôlé, solitaire, réfléchi, discipliné, froide, ambitieuse, vous voyez, ce sont des adjectifs. Donc en combinant, on va obtenir émotion contrôlée, foyer solitaire, nature réfléchie, enfance disciplinée, mère froide, imagination ambitieuse. Et après, vous pouvez combiner tout cela pour former autant d'expressions correspondant à cette position planétaire que vous voulez. Hein, donc c'est un excellent moyen d'apprendre ce que j'appelle le clavier symbolique de l'astrologie, c'est-à-dire toutes les positions, interpréter les positions des planètes dans les différents signes. Donc ça, c'est le solfège astrologique que vous allez pouvoir donc trouver sur la boutique de mon site, et je vous mets le lien ici. Il y a d'autres jeux, hein. Il y a des petits frères, hein, le karmique, les dominos et le ciel des transits également. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comment est-ce qu'on travaille sur la guérison de cette planète ? D'un point de vue conscient, eh bien, on va se servir de l'astrologie d'évolution. Alors, l'astrologie d'évolution, c'est pour moi l'astrologie qui est au top hein, aujourd'hui. C'est l'astrologie, même je dirais l'astrologie de demain. C'est une astrologie très avancée. Alors il y a plusieurs formes d'astrologie d'évolution, vous allez trouver ces noms chez beaucoup d'astrologues différents dans le monde. Moi j'ai une conception de l'astrologie d'évolution dont je parle dans 2 vidéos qui sont sur ma chaîne, hein, sur la page d'accueil de ma chaîne. Vous descendez, vous allez trouver astrologie d'évolution. Je vais vous mettre le lien quand même ici. Il y a 2 vidéos qui expliquent comment eh bien, on peut faire consciemment bouger, avancer les planètes dans son thème astral. Et en faisant bouger ces planètes, eh bien, effectivement, on peut apporter une guérison à son propre thème astral, donc à soi-même. Hein. Donc ça, c'est l'astrologie d'évolution. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette astrologie d'évolution ici ? Elle nous dit, bon, d'accord, tu as maintenant la Lune en Capricorne, mais elle est en souffrance ici, elle se sent seule, elle se sent étouffée, elle se juge négativement. Hein. Vous savez, la Lune en Capricorne, c'est la pierre dans l'estomac. C'est ce juge intérieur qui nous dit « bah non, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas à la hauteur hein. ». Bon, elle est en souffrance, alors qu'est-ce qu'on fait ? On la fait reculer et puis on essaie de la ramener dans le signe du Cancer ? Ben non. Le but, c'est pas de ramener la Lune dans le signe du Cancer pour la faire végéter dans sa zone de confort. On est bien d'accord. Ça, c'est pas l'astrologie d'évolution et c'est pas conforme à ce que voudrait votre âme, à ce qu'a choisi votre âme au moment de votre incarnation. Qu'est-ce que voudrait votre âme ? Qu'est-ce que voudrait votre thème astral ? Naturellement, il voudrait faire avancer la Lune. La Lune, elle va dans ce sens. Toutes les planètes vont dans ce sens. Faire avancer votre Lune, ça veut dire la faire passer du signe du Capricorne dans le signe du Verseau. Voilà. Si vous faites passer cette Lune dans le signe du Verseau, eh bien, qu'est-ce que vous allez apporter ? Vous allez apporter à la personne une libération, un affranchissement personnel. Alors, le signe du Verseau, ici, il correspond dans le cycle végétal au moment où le fruit se détache de l'arbre. C'est la libération, la libération du fruit. Vous voyez ? Et donc, c'est tout à fait conforme. C'est-à-dire que la Lune en Capricorne s'est enfermée dans quelque chose. Bien sûr, elle a souvent construit un foyer, construit une carrière, un statut, une sécurité, peu importe. Hein. Mais tout cela finit par former un carcan et ce carcan étouffe la Lune. Donc, elle doit se libérer, elle doit se détacher de l'arbre, elle doit se détacher de son tuteur. Hein. Donc c'est la phase de libération du Verseau. Donc tout le but ici, c'est de faire rentrer progressivement votre Lune dans le signe du Verseau. Et si vous faites ça, eh bien vous allez apporter à votre Lune une libération. Qu'est-ce que l'on va trouver dans la Lune en Verseau ? Eh bien on va retrouver, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça ? Elle est là. On va réouvrir la poche de la Lune. Hein, et on va libérer, on va verser ce qu'il y a dans cette poche. Et qu'est-ce qu'on va verser ? Eh bien, nos émotions qui vont se remettre à couler, à s'exprimer naturellement dans la vie. On va retrouver notre enfant intérieur, hein, qui va pouvoir s'exprimer plus librement, plus authentiquement, qui va pouvoir manifester sa différence, hein, son originalité. Tout ce que la Lune s'était interdit de faire dans le signe du Capricorne, eh bien dans le signe du Verseau, elle va pouvoir s'autoriser à le faire. Vous voyez ? Bon, donc, faire cette transition, cela suppose bien sûr de travailler sur le subconscient. Là, on est sur la surface des choses, on travaille dans le conscient, on comprend intuitivement, intellectuellement pourquoi. Mais maintenant, il faut travailler en profondeur.
Et donc pour travailler en profondeur, eh bien c'est ce que je vous propose de faire là. Nous allons partir donc en voyage. J'espère que donc vous êtes bien installés. Adossez-vous confortablement. Si vous avez un casque, je vous conseille d'utiliser un casque parce que la suite de cette vidéo va être principalement auditive. Et puis bien je vais vous emmener dans un voyage intérieur, eh bien au travers duquel la Lune va redécouvrir son enfant intérieur, va le ramener à la surface et va pouvoir eh bien le libérer, se libérer dans le monde. Voilà, vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on va y aller tout doucement, installez-vous confortablement, prenez votre casque, allez, c'est parti. Entendez-vous? Entendez-vous? Des bas-fonds du château jusqu'au sommet de votre tour, entendez-vous monter ces plaintes et ces longs sanglots? N'ont-ils pas à votre oreille quelque chose de familier? Écoutez, faites le silence autour de vous et en vous, et écoutez. Ces plaintes ne semblent-elles pas venir d'enfants? Ou peut-être d'un enfant? Ne résonne-t-elle pas en vous comme un appel? Comme un enfant qui vous appellerait désespérément? Amis, n'attendons pas davantage. Prenons cette torche et descendons ensemble les marches de l'escalier. Descendons à la recherche de l'origine de ces plaintes et de ces sanglots. Vous avez peur? Oh, je le sais bien. Cette obscurité, ces cris étouffés, la peur de rouvrir des coffres que vous pensiez avoir définitivement fermés dans votre vie, la peur de ne pas savoir gérer, la peur d'avoir peur. Je connais tout cela. Mais je suis à vos côtés, et quelle que soit l'obscurité, vous pouvez toujours suivre le son de ma voix. D'ailleurs, plus vous suivez le son de ma voix, plus celle-ci vous rassure. Et plus elle vous rassure, plus votre respiration se calme. Plus votre respiration se calme, et plus nous descendons les marches. Chaque marche, chaque étage descendu vous permet de remonter dans le temps. Ah, vous voilà dans une scène de votre vie, au début de votre vie d'adulte. Prenez le temps de vous la représenter. Comment êtes-vous habillé? Comment sont vos cheveux? Prenez le temps. Que faites-vous dans cette scène? Que dites-vous à ces personnes autour de vous? Étiez-vous heureuse alors? Ou ressentiez-vous déjà le poids d'une certaine souffrance? Mais déjà la scène s'éloigne, elle s'estompe. Et toujours à l'écoute du son de ma voix, nous reprenons notre descente, un peu plus profondément. Et plus nous descendons, plus nous remontons dans le temps. À la lumière vacillante de la torche, vous voici à présent dans votre adolescence. Où êtes-vous ici? Là encore, prenez le temps de bien visualiser cette scène de votre adolescence. Là, vous y êtes? Prenez votre temps. Que faites-vous dans cette scène? Êtes-vous seul ou échangez-vous avec d'autres personnes? Et intérieurement, que ressentez-vous?
Quelles sont les émotions qui dominent? Est-ce plutôt agréable ou plutôt désagréable? Êtes-vous dans la joie ou au contraire, êtes-vous malheureuse? Au moment où déjà vous vous éloignez, la jeune adolescente que vous étiez plonge ses yeux dans les vôtres et vos regards se figent un instant. Saluez-la en fermant doucement les paupières. Dites-lui intérieurement que vous êtes attendu un peu plus bas, mais que vous reviendrez sans doute la voir un peu plus tard. Et le son de ma voix vous entraîne encore un peu plus profondément, toujours en remontant le temps. À ce niveau, l'obscurité est plus profonde. Les autres sons n'existent plus. Il n'y a ici que ma voix qui résonne en vous et qui vous rassure. Cette voix prend doucement votre main et l'approche d'une porte en bois très ancienne. Vous savez instinctivement que les sanglots d'enfant que vous avez entendus viennent de là. Et vous ressentez qu'il y a une immense souffrance enfermée derrière cette porte. Vos doigts touchent le bois rugueux. La porte est fermée, mais une lourde clé se trouve déjà dans la serrure. Oh, vos jambes voudraient partir. Mais ma voix vous guide toujours et vous rassure. Vous savez que le moment est venu d'ouvrir cette porte. Vous savez qu'à l'échelle de votre vie, il est maintenant temps d'ouvrir cette porte. Vous tournez la clé et vous poussez lentement. Que va-t-il surgir ? Qu'allez-vous trouver? La peur est là, mais ma voix vous guide toujours. Elle vous guide vers cette rencontre que vous sentez être essentielle, nécessaire et même vitale pour la suite de votre parcours. Et vous faites confiance à ma voix. La porte est maintenant grande ouverte. Et dans l'obscurité, vos yeux distinguent progressivement une silhouette. C'est une enfant dans sa chemise de nuit blanche et qui tient un doudou, une peluche dans sa main gauche. Vous entendez qu'elle sanglote encore un peu. Elle essuie par intermittence les larmes qui ont coulé de ses yeux. La lumière de la torche s'approche doucement et le visage de l'enfant se précise progressivement. Pouvez-vous le distinguer à présent? Plus il se précise et plus, en fait, il vous semble familier. Plus il vous semble familier, et plus vous le reconnaissez. Plus vous le reconnaissez, et plus vous prenez conscience que cet enfant devant vous est en réalité une part de vous. Cette part si fragile et si sensible que vous aviez en quelque sorte oublié. Mon Dieu que ses yeux sont creusés, que ses joues sont maigres, que son teint est pâle.
Depuis combien de temps n'a-t-elle pas vu la lumière? Depuis combien de temps n'a-t-elle pas joué? Depuis combien d'années n'a-t-elle pas aimé et ri à gorge déployée, comme seule une enfant sait le faire? Un sentiment de culpabilité vient vous serrer le cœur. Qu'elle doit vous en vouloir de n'avoir pas pensé à elle. Qu'elle doit vous en vouloir de n'avoir pas répondu à ses appels, à ses plaintes désespérées, et durant toutes ces années. Mais au lieu de cela, lorsque la petite fille plonge son regard dans le vôtre, ses yeux s'ouvrent en grand et semblent s'émerveiller. Elle n'ose toujours pas bouger, mais vous voyez que son visage s'éclaire d'une lumière nouvelle et renoue avec la vie, avec l'espoir. Vous êtes là. Que d'émotions passent ici entre vous, dans l'intensité de vos regards et durant plusieurs secondes. Vos yeux lui disent quelles ont été votre solitude et votre souffrance intérieure durant toutes ces années. Ces crises aussi que vous avez traversées. Cet enfermement progressif dans quelque chose qui n'était finalement pas vous. Ses yeux à elle vous disent combien elle vous a attendu. Et combien elle souffrait, elle aussi, de vous voir lentement vous éloigner, de vous voir lentement vous enfermer et devenir triste et souffrir. Ainsi, vous vous êtes toutes les deux attendues pendant des années, trop d'années, sans savoir que vous étiez en fait si proches l'une de l'autre. Une chaleur monte dans votre ventre. C'est un immense sentiment d'amour qui vous submerge. Poussé par un élan du cœur, vous vous mettez à genoux et vous prenez cette petite fille dans vos bras, en pressant son corps contre votre poitrine. Vous ressentez toute sa fragilité. Vous sentez son petit cœur qui bat si vite. Et dans le même temps, toutes les odeurs de votre enfance vous reviennent. Dans ce cœur à cœur, quels sont les mots qui vous viennent spontanément ? Qu'avez-vous envie de dire à votre enfant retrouvé? Oui, que c'est fini, que ces années de solitude sont finies, et qu'à partir de maintenant, vous ne voyagerez plus qu'à deux dans la vie, main dans la main, avec votre enfant, unis pour toujours. Et ainsi, ensemble dans cette étreinte, dans cette réunification des cœurs, vous pleurez beaucoup. Vous pleurez de cette joie indicible, celle de l'amour retrouvé. Le son de ma voix se rappelle ici doucement à vous. Il est temps. Il est temps pour vous et votre enfant de remonter. Alors, main dans la main et en laissant la porte ouverte derrière vous, doucement, vous reprenez l'escalier et vous remontez les marches. Oh, inutile de remonter jusque dans votre tour. Vous vous arrêterez au niveau du jardin cette fois,
car c'est là que se trouve la lumière. C'est là que se trouve votre nouvelle vie. Et plus vous montez dans cette lumière, et plus vous revenez à la vie. Sur le seuil, la main de votre enfant se serre sur la vôtre. Vous la prenez à nouveau dans vos bras et vous lui murmurez des paroles rassurantes à l'oreille. La voix qui vous avait guidé jusque-là reste à présent volontairement en arrière. Elle se fait de plus en plus faible. Elle vous regarde simplement vous éloigner à deux dans la direction du soleil, laissant derrière vous les murs du château dont vous n'avez plus besoin. C'est une nouvelle vie de femme qui vous attend. Sur votre poitrine aimante, ce rire spontané de petite fille est une bénédiction. Elle a retrouvé sa maman. Et sa maman a retrouvé son enfant. Rire, joie et créativité réunies vont maintenant pouvoir s'exprimer librement dans le monde. Amis, bon voyage. Bon voyage et bon retour chez vous.